Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. En tout cas, cela dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission Consultation. Consultation qui est un magazine de la chronique santé sur Numérica Télévision. Mesdames, Messieurs, le 19 juin passé, le monde entier a commémoré la journée mondiale de l'élimination des violences sexuelles en période de conflit. Et la RDC, qui a ratifié la Charte des Nations Unies, a également célébré cette fête puisque, vous le savez, la RDC est un pays post-conflit. L'objectif de cette journée, mesdames et messieurs, est de renforcer la lutte mondiale contre les violences auxquelles sont confrontées les femmes et les filles vivant dans les zones de conflit, exhorter la communauté internationale à se montrer solidaire des victimes des violences sexuelles dans le monde entier et sensibiliser l'opinion sur la nécessité de mettre fin à la violence sexuelle liée au conflit. Et dans le cadre de cette émission, qui est aussi de sensibiliser, nous recevons sur ce plateau M. Ediave, qui est expert en genre. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un homme genré sur ce plateau pour parler de femmes. Il est secrétaire et point focal du MDD Kinshasa. Bonjour Edi. Bonjour madame. J'espère que je vous ai bien présenté, je n'ai rien omis. En tout cas, j'espère que vous avez fait l'essentiel. Et surtout de dire que vous recevez sur le plateau quelqu'un, au moins un homme, qui est genré. C'est un concept qu'on entend. Oui. Et c'était déjà beaucoup. Et du fait que ce soit maintenant les hommes qui prennent la responsabilité de pouvoir travailler sur les questions d'égalité du sexe, je crois que la présentation que vous avez faite sur ma personne est plus ou moins bonne, c'est l'essentiel. Voilà, nous allons parler de cette journée, de cette grande journée, de l'élimination de la violence sexuelle en période de conflit. J'ai essayé de parler des objectifs de cette journée. Est-ce que vous pensez que cette journée a sa raison d'être, malgré les objectifs que j'ai cités tout à l'heure? Alors j'emboîte rapidement les mots que vous avez utilisés. Alors, la RDC, parce qu'ici, il est important, je reviens à vos mots, que les autres États doivent se montrer solidaires envers les questions de lutte contre les violences sexuelles, etc. Je pense que la raison d'être de cette journée, pour le contexte de la RDC, est très importante, parce que les femmes et les filles, en tout cas en période de conflit, vivent des situations très difficiles. Peut-être que ceux qui sont à Kinshasa ne le savent pas. Je crois que tout le long de l'émission, nous ne manquerons pas de montrer quelques images, en tout cas très fortes. Et on présente nos excuses pour toutes les sensations. Il faut peut-être montrer ça parce que quand on parle de violences sexuelles, les gens ont tendance à minimiser la question, mais je pense qu'il était important que le Conseil de sécurité des Nations Unies statue sur cette question des violences sexuelles et de travailler et de mobiliser toutes les autres, n'est-ce pas, les parties prenantes sur la question et de faire en sorte que, en tout cas, dans la décennie qui suit, qu'on ne parle plus des violences sexuelles. Parce que ce sont des situations extrêmement graves. Les images elles-mêmes vont le démontrer et c'est très important. Donc, pour revenir, il était utile que la journée soit célébrée et qu'elle continue à être célébrée pour soulager les maux de toutes ces femmes, surtout celles qui sont à l'Est. Voilà, pour plonger dans le thème de notre émission qui est de sensibiliser le monde pour la mise sur pied des mécanismes de mettre fin à ces violences, nous allons suivre un petit documentaire sur les atrocités commises sur les femmes, sur notre sol, sur notre territoire congolais. Alors mesdames, messieurs, suivez ces images. C'était à 4 heures du matin. Les Interahamwe ont fait irruption dans notre concession. Ils ont aussitôt égorgé mon mari. J'avais une grossesse de 8 mois. Ils m'ont enlevé et m'ont amené dans la forêt où ils m'ont violée à plusieurs. J'ai perdu ma dignité. Je ne mérite plus de vivre. Plusieurs soldats m'ont attaché les pieds et les jambes pour ensuite me violer l'un après l'autre. Ils ont ensuite forcé mon propre père, sous la menace de leurs armes, à s'accoupler avec moi. Après, ils ont introduit dans mon vagin des morceaux de bois et les canons de leurs fusils. Un groupe de gens qui sortaient de Bandundu
venaient, ils s'est vêtus de blé comme ça et ils sont venus m'attaquer. Bon, ils m'ont pris 48 heures en otage. Ils m'ont enlevé tous les habits, ils m'ont déshabillé et ils m'ont fait tout ce qu'ils avaient voulu. Bon, et ils m'ont violé. 2 hommes m'ont jeté à terre. L'un d'eux m'a arraché mon enfant et l'a jeté par terre. Il pleurait pendant que l'autre me violait. C'est choquant et c'est douloureux de voir ces femmes souffrir autant. Mais Monsieur Eddy, est-ce qu'une femme qui a subi de telles atrocités, est-ce qu'un jour elle peut espérer vivre? Vraiment, je n'arrive même pas à décrire tout ce qu'on vient de voir là. Ce sont vraiment des horreurs, un véritable film d'horreur. Effectivement, je crois que les mots que vous avez utilisés sont les mots exacts. Alors madame, écoutez, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, je le dis avec beaucoup, en tout cas avec beaucoup de regrets. Nous avons été sur terrain, nous avons récolté les données, nous avons entendu ces femmes s'exprimer. Et je pense que le politique doit nous aider. En tout cas parce que les conflits émanent aussi des conflits des différents politiques. Quand au niveau du politique, il y a un certain nombre de différents, je crois que la petite population souffre. Alors la question de savoir, est-ce que ces femmes doivent espérer? Absolument, je crois qu'elles doivent espérer parce que tous les mécanismes sont mis en place pour que toutes les fois qu'il y a atrocité, dans ce sens, en tout cas, je remercie ici les partenaires internationaux qui nous accompagnent, qui accompagnent les femmes sur terrain, avec l'assistance judiciaire, l'assistance médicale et l'assistance psychosociale. Donc, c'est vrai, au niveau de la communauté, c'est difficile pour ces femmes à se réintégrer. Mais il est plus difficile aussi pour les enfants qui sont issus de ces viols. Et là, c'est très triste. Je crois qu'une des images que vous suivrez peut-être le long de l'émission va témoigner un bébé qui naît. Alors, quand ce bébé naît d'un viol, je crois qu'au niveau de la communauté, les gens l'appellent, excusez-moi le terme, bâtard. Mais ici, on le dit peut-être en français, mais allez à l'Est, le mot bâtard a un autre contexte. Et quand c'est à vous enfants, on pointe du doigt et qu'on vous appelle par ce nom-là, je crois que c'est très choquant. C'est très choquant. C'est très choquant. Ça blesse et ça laisse beaucoup de lésions en termes de psychologie. Mais ces femmes doivent espérer. Pour autant qu'elles doivent contribuer à donner ce qu'elles peuvent au nom de la communauté, je crois qu'elles peuvent continuer. Et donc, peut-être c'est un message, parce qu'ici, il est question de rappeler que l'émission que nous passons avec l'appui des partenaires, c'est pour sensibiliser la communauté congolaise afin que la journée internationale de la lutte sur les violences sexuelles en période de conflit soit une journée commémorative où tout le monde, toutes les synergies, tendances confondues, réunissent les efforts pour que chacun soit conscient de la gravité des questions liées aux violences sexuelles. Mais tout à l'heure, j'ai dit que nous étions un pays post-conflit. Mais curieusement, selon certaines sources, ce ne sont plus les militaires qui commettent ces forfaits sur la population, sur les femmes et les jeunes filles. La population civile emboîte ce mauvais exemple. Vraiment, où allons-nous finalement? Effectivement, on a changé la donne. Ouais. Je vais peut-être ici évoquer un cas, c'est une des améliorations. Si peut-être c'était ça une des questions qui serait posée le long de l'émission. Oui, déjà, je vous vole les mots. Parce qu'au niveau de l'armée et de la police, il y a eu, bien entendu, des cellules techniques qui ont été instaurées par arrêté ministériel. Et ces cellules techniques s'occupent principalement des questions de lutte contre les violences sexuelles. Et donc, au niveau de l'armée, quand c'est le matin, à chaque parade militaire, les responsables de l'armée et de la police ont comme obligation de réveiller la conscience de tout un chacun pour que tout soldat ou tout homme en armes contribue à la lutte contre les violences. Vous comprenez avec moi ici que, au niveau de l'armée et de la police, les répressions deviennent très graves. D'ailleurs, le bureau de Madame la représentante du chef de l'État en matière de lutte contre les violences l'a dit dans un de ses commentaires au niveau
de l'hôtel, un des hôtels, Oui. elle l'a réveillé en disant il y a eu 135 jugements, parmi lesquels il y a eu un général, il y a eu un colonel qui a été condamné. Donc vous comprenez avec moi que au niveau de l'armée, bien entendu, les répressions deviennent très dures. Alors, les policiers, sachant que, ou les hommes en armes, sachant que les répressions sont très dures, ils n'en perdent plus. Or, au sein de la communauté, les soulèvements sont ce qu'ils sont. Alors, les populations civiles s'acharnent aussi. Parce que les conflits n'opposent pas que les soldats... Non, les conflits peuvent... La population elle-même. Oui. Et comme les femmes et les enfants et les filles, naturellement, sont les principales victimes, qu'est-ce que la population fait? Elle se jette dans l'eau. Alors, donc, c'était pour répondre à votre question que le contexte, il est ce qu'il est. Les policiers ou les hommes en armes n'y sont plus nombreux dans les actes sexuels, même la population civile aussi. C'est pour ces problèmes que nous avons évoqués et aussi parce que les us et coutumes au niveau de la communauté n'ont pas encore été améliorés. D'accord. Et dites-vous qui avez été sur terrain, vous avez vu ces victimes, les survivantes des violences sexuelles. Est-ce que, en 2-3 mots, brossez-nous un peu leur profil avant et après la prise en charge? Quel est le profil d'une jeune fille qui a été déshonorée? Quel est son profil avant l'assistance médicale, psychosociale et tout ça? Donnez-nous un peu son profil et après. Alors, ici je vais être légèrement un peu plus long parce que c'est une matière quelque peu technique qui nécessite un éclaircissement. Oui, qui nécessite beaucoup de... Voilà. La plupart, ce que vous devez savoir, et on le dit à l'intention de nos téléspectateurs, la plupart des personnes qui vivent les violences sexuelles, en tout cas la majorité, ce sont des personnes qui sont quasiment pauvres, c'est le mot qu'il faut. Les violences sexuelles, bien sûr, à Kinshasa, nous ne les vivons pas, n'est-ce pas? Nous sommes dans un milieu urbain. Un peu rare. Hein? Un peu rare. Ce sont des cas quelque peu rares, mais sinon, on peut les vivre ici, dans les zones, je ne sais pas les citer ici, quelque peu reculées de la ville de Kinshasa. Mais au niveau des provinces, parce qu'il est question de revenir là-dessus, la plupart de ces filles ou de ces femmes, elles sont soit pauvres, soit elles vont peut-être puiser de l'eau à la rivière, qui a une bonne distance de son lieu de domicile. Ce qui fait que sur le chemin, elles rencontrent tout ce qu'elles peuvent rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent après l'assistance psychosociale, médicale et tout? Je vais y aller étape par étape pour que les gens parviennent à comprendre. La première assistance, c'est d'abord l'assistance médicale. Parce qu'ici, il est question de sauver une vie entière. L'assistance médicale, l'assistance psychosociale et tout, ça vient plus tard. D'abord, on doit sauver la vie humaine. C'est la première assistance. Et ici, il est important de rappeler que notre gouvernement, je ne sais peut-être pas si les mots conviennent, notre gouvernement fait le nécessaire pour que les partenaires nous assistent. Merci beaucoup à l'UNFP et à d'autres qui travaillent sur la question. La deuxième assistance, c'est l'assistance judiciaire. Et dans l'assistance judiciaire, c'est là qu'il y a les difficultés. La difficulté se trouve au niveau où, d'abord, les médecins légistes, d'abord pour la plupart, ils n'y sont pas formés, il n'y en a pas nombreux. Déjà à Kinshasa, quand nous menions l'étude sur la déclaration de Kampala et des chefs d'État et de gouvernement sur les questions de lutte contre les violences sexuelles et basées sur les genres, on avait découvert qu'on n'avait pas assez de médecins légistes. D'ailleurs, une des recommandations qui avait été formulée à l'issue de notre étude que nous avions menée, c'était que les partenaires et le gouvernement nous aident à ce qu'il y ait plus de médecins légistes parce que quand ils sont plus formés, ils ont plus de technicité. Voilà. L'assistance judiciaire cause des ennuis parce que les avocats, les prestataires judiciaires en général, souvent, pour la plupart, je ne dis pas que c'est un cas général, ils n'aboutissent pas. Puisqu'ils ne sont pas pris en charge. Parce que d'abord, les partenaires qui prennent en charge les questions d'accompagnement judiciaire ont besoin de pièces justificatives, mais les tarifs légaux au niveau de nos cours et tribunaux, ils sont là, mais dans l'applicabilité. On vous demande $50 alors qu'on sait que le prix normal au niveau du tribunal, c'est $5 pour avoir un document. Donc, la difficulté, elle est là au niveau de la prise en charge médicale, juridique.
Et une autre assistance, c'est la finalité de l'assistance judiciaire, c'est dans l'indemnisation des victimes. Là, c'est encore un casse-tête. Puisque qui doit indemniser? Qui doit indemniser et comment on doit indemniser? Nous avons été, quand nous avons mené l'étude sur l'état des lieux, n'est-ce pas, de la déclaration de Kampala sur les violences sexuelles et basées sur le genre, nous avons été au ministère de la Justice, au secrétaire général, où nous avons été comprendre qu'est-ce que la justice congolaise fait pour accompagner les victimes ou les survivantes. On rencontre une division qu'on appelle division des contentieux, qui ne s'occupe que des cas de réparation. On sort le palmarès. Année 2013, combien il y a eu de cas des victimes qui ont connu les réparations? 2013, aucun. 2014, un seul cas. 2015, 2. Alors, on se dit, mais dans ce pays, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on pose la question au chef de division. Il nous dit, nous, au niveau du gouvernement, le ministère de la Justice a les moyens, on donne des budgets à cette division-là pour indemniser les victimes. Mais il n'y a pas de cas qui lui sont soumis directement pour qu'elle agisse. Alors, ça doit suivre une cour normale pour que la division des contentieux fasse son travail. Donc, alors, revenons vraiment sur les femmes, les victimes, la souffrance qu'elles endurent, puisque aujourd'hui, c'est vrai, on l'a vu dans les images, c'est vraiment atroce, mais nous ne devons pas continuer à pleurer. Il faut quand même qu'on se réveille et mettre en place des bonnes pratiques. Quelles sont ces bonnes pratiques-là? Vraiment, c'est sur ça qu'on doit se battre aujourd'hui. Les bonnes pratiques qui vont aider quand même à ce que petit à petit ce fléau ou ces violences puissent, si pas disparaître, mais diminuer sensiblement. Quelles sont ces bonnes pratiques que gouvernement, partenaires et nous aussi les médias devons mettre en place pour sauver ces femmes, ces filles qui ont été déshonorées, souillées et blessées par leur amour-propre? Alors, merci madame. La première bonne pratique, c'est celle-là que vous et moi faisons maintenant. Voilà. On véhicule le message. Je vais y aller échelon par échelon. Au niveau du gouvernement, coup de chapeau parce que il fait, en tout cas, dans la mesure du possible, oui, ce qu'il peut faire. Déjà qu'il y a eu une représentante du chef de l'État, c'est déjà un signal fort. Et déjà, donc au niveau de la présidence, déjà, on a compris que le président de la République a, par ordonnance, nommé sa conseillère qui s'occupe des questions de lutte contre les violences sexuelles et des recrutements des enfants. On comprend ici que c'est un problème de conflit, disons, la situation de conflit. Alors, au niveau du gouvernement aussi, au ministère de la Défense et intérieur, en tout cas, il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'au niveau de la police, comme je l'ai dit dans notre début, au niveau de la police, il y a déjà des avancées. Au niveau de l'armée, il y a aussi des avancées. Oui, bien qu'il reste encore à faire. Bien qu'il reste encore à faire, mais en tout cas, je suis très content personnellement. Mais alors, où est-ce qu'on doit vraiment marteler? On doit marteler plus dans la population. Donc, ce numéro, il est méconnu de la population. Alors que la critique qui a été faite, c'était est-ce que ce numéro-là était important qu'on le mette à Sosimat, par exemple? C'est un milieu urbain. C'était plutôt des choses qu'on ne critique pas, mais on dit ce qui doit être fait peut-être plus tard. Descendre dans les confins, fond de la ville, à Kimbanseke par exemple, à Maluku, oui, un peu partout, où on va déposer, on va Tu as parlé former. Tout à l'heure, ça c'est pour Kinshasa, tu as parlé de l'intérieur du pays, là où il y a les zones de conflit. Ce sont des milieux pauvres. Oui. Vous avez parlé des milieux pauvres. Est-ce que ce milieu pauvre-là dispose même du téléphone portable? Est-ce que les réseaux de télécommunications arrivent jusqu'au fin fond de ces villages pour avoir ce numéro vert? Justement. Qui est une bonne pratique, mais comment l'appliquer dans ces milieux reculés? Effectivement, c'est l'une des stratégies, en tout cas dans tous les forats où nous avons été, que ce soit à Kinshasa, en province ou partout d'ailleurs. La recommandation, elle est là. Il faut que l'information touche dans les confins de la population. Je vais vous dire, je vous donne une anecdote. Nous avons été dans une des provinces, dans l'Est. L'USAID a octroyé des postes radio aux femmes. Parce qu'on avait compris, on voulait comprendre pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas nombreuses à participer au processus électoral alors qu'elles constituent 52% de la population.
elles disent, nous n'avons pas accès à l'information. L'USAID dit, ok, je vous donne les postes radio. Avec des réseaux, avec des piles. Des piles, voilà. Des petits piles. Et les radios communautaires qui sont dans les provinces. Qui sont dans les provinces. Alors on donne des postes radio physiques. On donne. Il était maintenant question de revenir 2 ans plus tard pour savoir qu'est-ce que... Parce qu'elle n'avait pas accès à l'information. On pose la question à quelques femmes, où est ton poste radio? Ah, c'est mon fils aîné qui l'a. C'est mon mari qui l'a pris. Donc, parmi les bonnes pratiques pour revenir à cette question, il faut que les femmes elles-mêmes s'approprient la question. Ça aussi. On doit continuer à dénoncer. Parce que pour que Est-ce que maintenant les femmes ont le courage de dénoncer les auteurs de forfaits? Effectivement, c'est une difficulté. Quand j'ai parlé ici de l'assistance judiciaire, je crois que la difficulté, elle est aussi à ce niveau-là. L'OPJ peut se saisir de l'affaire, il va faire son travail, mais arrivé à un moment donné, il est bloqué parce que il faut arranger à l'amiable. Il faut ces amendements. Donc les auteurs de ces forfaits ne sont pas loin, ils sont tout autour de nous. Alors donc la difficulté elle est à ce niveau-là. Et donc parmi les bonnes pratiques, il y a aussi ce qui se fait. À l'Est, on les appelle les barzas communautaires. Donc, les chefs coutumiers, on doit travailler aussi avec les chefs coutumiers parce qu'eux aussi, ils ont un mot. Comme on a essayé de sensibiliser les militaires, oui, il faudrait aussi continuer à sensibiliser. Et ici, le bureau de la représentante du chef de l'État sur les questions de lutte contre les violences a travaillé avec les chefs coutumiers. Beaucoup de félicitations à tout son bureau. On a vu le travail qui a été fait. On a invité tous les chefs coutumiers autour d'une table. On dit voilà, les femmes ne savent pas parler, elles ne savent pas dénoncer parce qu'elles sont butées à un problème culturel. On t'a violé, il y a eu un enfant, il faut, voilà, en contrepartie, prends une chèvre, prends une vache. C'est tout ça qui fait que, et tout ça a un contour avec les us et les coutumes. Est-ce que la valeur de ces biens-là vaut la personnalité, la dignité d'une personne? Voilà, c'est là la difficulté. Mais donc, parmi les bonnes pratiques, je crois qu'il y en a beaucoup. On doit continuer à sensibiliser et nous avons initié un certain nombre de projets auprès des partenaires. Je crois que Dieu voulant, en tout cas les mois qui suivent, nous pouvons être en province cette fois-là pour aller vulgariser et essayer de donner un peu plus de valeur à la femme parce que dans le cadre des violences sexuelles, c'est plus elle qui est victime. Oui, qui est victime. Voilà, donc on est là. Est-ce qu'après avoir bénéficié des soins, elles arrivent facilement à se réintégrer dans la vie sociale ou peut-être se remarier, puisque beaucoup des femmes qui ont été peut-être violées sont répudiées par leur mari et après ces assistances. Est-ce que quand tu as été sur terrain, tu as remarqué que ça peut aller, elles se réintègrent facilement? Facilement, je sais que c'est un peu difficile, mais est-ce qu'elles arrivent quand même à se réintégrer dans la société? Là, alors, la réintégration, elle est faite de manière graduelle. C'est souvent difficile, mais en tout cas, ce qu'on a vu avec les fonds pour les femmes congolaises, par exemple, au niveau de Béni, avec Sofepadi et d'autres structures féminines, la réintégration, elle est faite. Parce que, écoute bienvenue, quand dans la vie, vous n'avez pas à faire, il n'y a pas de boulot, vous ne vous occupez pas, vous êtes quelque peu morte. Alors, les partenaires qui accompagnent ces femmes victimes de violences au niveau local, eux, ils savent ce qu'ils donnent à ces femmes-là. D'abord, on leur donne les moyens pour travailler et être utiles. Deuxième chose, on les aide à ce que ce qu'elles vendent, ce qu'elles produisent soit vendu. Afin, il y a eu, vous allez peut-être le voir dans un témoignage, il y a une femme de Bukavu qui s'est construite une maison. Ah bon? Oui, madame, j'ai peut-être oublié le nom. Elle s'est construite une maison. Elle est à Bukavu. Elle s'est construite une maison grâce aux moyens qu'elle a eus. C'est une survivante. C'est une survivante de violences sexuelles. Elle le témoigne dans le document que vous avez. Et on va peut-être donner juste le petit extrait de ce qu'elle témoigne. Mesdames, messieurs, avant de conclure cette émission, suivant ce témoignage, c'est vrai qu'on a commencé avec des images fortes, mais nous devons terminer par une bonne note. Alors, mesdames, messieurs, suivez ce témoignage d'une survivante des violences sexuelles. Ndio, nashukuru kwanza. Okay. She's very happy. Sababu hivi mnafika hapa tunasikia tutapata uponyaji. Kila mama mwenye kupata shida sana hii tulipata. Adolphine Ngalia.
Voilà, en tout cas, ça donne espoir que ces femmes peuvent encore se réintégrer. Mais, il dit encore du pain sur la planche, nous devons sensibiliser beaucoup plus sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce que ces femmes doivent faire? Qu'est-ce que la communauté doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que petit à petit on arrive vraiment à éradiquer ce phénomène? Alors, dans le cadre de la pérennisation, n'est-ce pas, de l'action, chacun à son niveau doit faire son travail. La communauté elle-même doit commencer d'abord par dénoncer. Parce que nous, prestataires judiciaires, nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas accompagner les victimes si nous n'avons pas la matière. On doit nous saisir. Quand je dis nous, c'est-à-dire en tout cas tout le corps judiciaire. Aide toi-même et le ciel t'aidera. Si tu c'est ça, on ne peut pas t'aider. Si, vous l'avez si bien dit. Donc, on doit commencer par le début. Quelqu'un qui a connu un cas de victime de violences sexuelles, quelqu'un qui a connu ce cas, doit commencer par la police de proximité. On commence par là. Et faire en sorte que l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui a eu le dossier, fasse tout pour l'accompagner auprès du parquet et afin que le parquet l'accompagne auprès de l'autre instance judiciaire supérieure pour qu'on trouve des solutions. Donc, à chacun son travail. Au ministère de la Justice, on doit nous aider. La division de contentieux doit nous aider à avoir, peut-être même au besoin, organiser des audiences foraines, par exemple, où on dit, voilà, on consacre tel mois pour ne s'occuper que des questions de réparation des victimes de violences sexuelles. Je pense que là, ça serait une innovation. Le mois de mars, on le consacre au mois de la femme. Toute l'humanité le sait. On ne doit pas s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas consacrer le mois de juin, par exemple, à la femme, aux réparations, par exemple? Parce que c'est un mois, et le 19 juin, on célèbre la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. Je crois qu'on peut prendre ce mois où toutes les juridictions tendances confondues travaillent spécialement sur les questions de réparation et qu'on sente, moi je suis tout à fait d'accord, lorsque je ne cite pas un cas, entre guillemets, il y a eu un cas politique, je ne le cite pas parce que vous le savez, lorsque cet incident est arrivé, le ministre de la Justice, il a fait une conférence de presse. Pourquoi est-ce qu'on ne tiendrait pas une conférence de presse pour réparer les victimes? Pour toutes ces pour tous ces cas de réparation. Voilà, nous sommes à la recherche des bonnes pratiques pour mettre fin. En tout cas, Eddy, Yav, je sais que on n'a pas terminé la matière. Je sais que vous reviendrez puisqu'il est de notre devoir de sensibiliser et de porter haut la voix de ces femmes qui sont sans voix, qui ne peuvent peut-être pas dénoncer, qui se gênent de dénoncer ce qu'elles ont vécu. Or, c'est une grave erreur. Alors, en 1 minute, si mon réalisateur me permet, tout juste un mot en guise de conclusion pour cette émission. Alors, pour terminer, je remercie d'abord les partenaires qui ont fait que cette émission ait lieu. Et mon souci le plus ardent est que ces genres de communication continuent, même au sein de la communauté, qu'elles continuent et que les gens n'aient plus peur. Les gens doivent continuer à dénoncer pour qu'il y ait des changements au niveau de la communauté. Merci Eddy Yav. Mesdames, Messieurs, nous parlions au cours de cette émission. Pour ceux qui nous prennent à la fin de cette émission, nous sommes revenus sur la célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en période de conflit. Et aujourd'hui, nous sommes plus attardés sur les bonnes pratiques à mettre en place pour que ce genre de phénomène ne soit plus visible dans notre pays. Merci à mon invité Eddy Yav. Merci également au ministère de la Femme, Famille et Enfants qui contribue vraiment à donner de la voix pour que nous arrivions vraiment à éliminer les violences sexuelles dans notre pays. Et merci également à notre partenaire de tous les jours, UNFPA. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, qui avez suivi cette émission. Retrouvez-nous mercredi pour la rediffusion et bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Mais avant de terminer cette émission, je dédie cette émission à ma fille qui a obtenu son diplôme d'État, également à tous les lauréats de l'édition 2016-2017. Merci, au revoir. Caesar.